is the new radio. Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets. Et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Sauf à ce que vous veniez ici pour y passer votre retraite ou dépenser le magot hérité d'un tonton américain ayant fait une fortune colossale dans une coopérative de pommes ou une société de pêche à la crevette, vous allez sûrement devoir travailler pour vivre au Québec. Pour beaucoup, ce sera même peut-être votre motivation première. Bye bye la pluie et le chômage de masse, bonjour la neige et le plein emploi. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Eh ben, de ma petite expérience, je vous dirais bien que non. J'ai comme l'impression qu'à ce cadre idyllique, il convient de mettre pas mal de nuances. Des nuances par ville, des nuances par région, par secteur d'activité, par type de poste, et aussi des nuances par méthodologie d'approche. Valérie Ardouin dirige le bureau montréalais de l'agence de recrutement Temporis. Son job ? Je vais essayer de pas dire de bêtises, réussir le match parfait entre employeur et employé en n'hésitant pas à aller chercher les bons profils jusqu'en France. En résumé, c'est une experte du marché du travail québécois. Salut Valérie. Salut Jean-Michel, ça va bien ? Ça va excellemment bien. Rassure-moi tout de suite, est-ce que j'ai pas trop dit de conneries ? Non, jusque-là, c'est parfait. Je trouve que c'est bien résumé. 1 minute 07, pas une seule connerie. Je suis en forme. Pour commencer ce balado, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu le marché de l'emploi québécois. On parle très souvent du plein emploi. C'est une réalité, c'est une image d'Épinal. C'est quoi la situation de l'emploi au Québec ? Non, c'est une réalité. C'est vraiment un marché qui est vraiment en plein emploi avec des postes en pénurie dans certains domaines. La réalité, c'est que ça s'est souvent on parle de pénurie de main-d'œuvre qui s'est aggravée avec la période Covid, parce que nous on est arrivé en 2018, puis on a lancé le recrutement avec la France en février 2019. Donc déjà à cette période-là, on parlait de pénurie, mais c'était plus une pénurie, je dirais sectorielle, puis comme tu l'as dit aussi en fonction des régions. Mais Covid est arrivé par là, a bouleversé quelques petites choses, 2-3, rien de plus. Oh, une planète, rien de plus, quoi. Voilà. C'est quoi de nos jours, une planète? Et en fait, là, on rentre qu'on a toujours une pénurie, mais la pénurie s'est aggravée parce qu'il y a plus de secteurs, de postes qui sont concernés et de régions. Donc, ça serait plus ça. Mais c'est une réalité, oui. C'est une réalité. Parce que c'est vrai que la pénurie, moi, je suis arrivé à peu près en même temps que un tout petit peu plus tard que tu lançais l'activité, mais c'est vrai que la pénurie, elle nous saute aux yeux, en tout cas de prime abord. Déjà, il y a la pénurie dont on entend parler ici, mais j'allais dire un petit peu partout comme ailleurs, dans les services de santé, dans tout ce qui a été touché, j'allais dire très impacté directement par la pandémie. Donc, services de santé, mais aussi tout ce qui est du domaine du transport, des choses comme ça. Et puis après, il y a toutes ces affiches qu'on voit absolument partout au Québec. C'est-à-dire que vous êtes en train de rouler sur une autoroute ou n'importe quoi, il y a toutes les sociétés à côté, et allez, je vais essayer d'être raisonnable. Il y en a au moins 1 sur 2 qui affiche une énorme banderole. Ici, on recrute, nous embauchons, viendez. Très souvent, ils mettent même carrément le salaire. Oui. Ceci m'amène à cette question. La pénurie,
Oui, donc de manière évidente, mais est-ce que c'est une pénurie qui concerne tous les types d'emplois ou seulement les emplois, j'allais dire ouvriers? Non, non, non. On a vraiment des demandes. On va partir du journalier, puis on va aller jusqu'en poste de direction, en passant par un poste d'architecte, d'infirmière. Donc il y a vraiment c'est vraiment dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Après, sur des postes de cadre et d'encadrement, la pénurie est un peu différente parce que il faut comparer le marché local et aussi ils vivent avec cette pénurie d'emploi. Donc je pars au bout de 2 semaines, je vais en face pour 2 pièces de plus. Tu sais, ça c'est t'as d'un côté j'aime pas le terme de mentalité parce que mais t'as la façon de penser, la réalité des Québécois parce qu'ils vivent là-dedans et tu sais ils sont d'ici là. Puis t'as la façon de penser ou la mentalité des personnes qui arrivent de l'immigration. Puis la notion travail, de ce qu'il y a dans ton propre pays, que ce soit la France ou que ce soit la Tunisie ou le Mexique, tu sais, c'est pas la même chose déjà. Donc cette vision est différente. Donc il y a une double. Je dirais que ici la pénurie, elle se complique à se meubler parce qu'elle est double. Parce que oui, tu peux avoir des candidats en local. Mais ils sont rendus là à se dire, OK, j'ai un candidat en local, c'est présenté, ben, il va y avoir une surenchère, mais même si j'accepte la surenchère, combien de temps il va rester? Combien de temps le voisin d'en face, il aura pas une grosse commande où il va aller le chercher sur le parking, puis il va lui proposer 20 pièces de plus. Là, Non, mais tu comprends, pour essayer de... Le candidat qui vient de l'immigration va arriver en permis fermé, donc lui déjà va travailler dans l'entreprise, puis ça va faire son petit bonhomme de chemin, il va se poser la question, mais il va moins partir. Donc ça pallie forcément à une demande, puis ça fait aussi que cette demande, ce côté surenchère qui, je pense, est en train de bouger, changer? Oui, vraiment. Il y a deux facteurs qui vont re-rentrer en ligne de compte et qui vont, je pense, changer la donne en 23 ou en 24. Fait aussi que la surenchère fait que la pénurie est toujours là. Tu sais, c'est un peu comme un cercle vicieux. Là, c'est un peu comme j'ai un trou dans le bateau, là, puis j'écope, mais je rebouche pas le trou. Donc et s'il y a toujours de la surenchère de l'emploi parce qu'on n'a pas suffisamment de monde, on escalade puis on transpose le problème ailleurs. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais ce que tu décris me fait penser le rapport de force entre l'employeur et l'employé. J'ai fait toute ma carrière en France avant de venir au Québec. J'ai aussi été employeur, voilà, plus souvent employé, mais employeur. Et globalement, la France, avec le chômage de masse qu'il y a, sauf à trouver la pépite, le Kylian Mbappé à qui tu déroules le tapis rouge, mais globalement, tu fais ce que te dit, sinon essaye d'aller voir ailleurs, et comme tu vas pas y arriver, tu vas avaler des couleuvres et tu vas faire ce qu'on te dit. Ce qui crée des gens qui sont pas forcément d'ailleurs très heureux au travail, très épanouis, et plein de problèmes. C'est dur, pas très bon pour les entreprises non plus. Et là aussi, je parle d'expérience. Ici, on voit bien que moi, j'ai pu constater que le rapport de force, il est complètement différent. Déjà, je le vois dans les annonces. Le descriptif des annonces, OK, on te dit ce qu'on attend de toi, mais l'entreprise se vend, quoi. Oui. Elle se vend, elle vend les avantages sociaux qu'elle va te proposer. Si elle a un moyen de t'expliquer qu'elle en donne un petit peu plus que le concurrent, elle te dira. Elle le dira. L'entreprise se vend vraiment. Et puis c'est vrai que là, c'est l'entreprise qui avale des couleuvres. Moi, j'ai juste un exemple. Une de mes filles a trouvé un emploi et elle a dans l'alimentation, dans la pâtisserie, et elle a été surprise de voir qu'il y avait des employés qui venaient pas des fois. Juste un jour, ils venaient pas. Et elle en a discuté avec son boss, qui dit oui, je sais, mais on a une telle pénurie que on peut rien leur dire. Parce que même s'ils se permettent de venir que 2 jours par semaine,
et que ça fout un bordel sans nom dans ton organisation, et ben c'est toujours 2 jours de plus que 0. Et comme s'ils s'en vont, on trouvera personne pour les remplacer, bah on accepte. Donc ça sera la même chose avec une autre personne. Voilà, c'est tout de même. Et d'ailleurs, ça fait largement écho à ce que tu disais. Il disait que bah, lui, s'il pouvait recruter, en l'occurrence, en plus c'est la pâtisserie, mais des Français, bah, il préférait parce que le français étant entre guillemets modelé par cette idée du chômage de masse et de voilà et tout, n'a pas le réflexe de dire, tu sais quoi, je suis payé $19 de l'heure, ils offrent $21 de l'heure, bah je suis pas là demain, je vais là-bas. Puis je fais pas mon préavis, tout ça et tout. Alors qu'a priori au Québec, donc le permis fermé, c'est vrai que c'est un sacré. Tu vois, moi j'avais pensé le permis fermé parce que je me mets côté employé qui se dit bah oui mais permis fermé, j'ai plus la liberté d'emploi et ainsi de suite et tout, je suis pas très à l'aise, mais en fait ça devient un vrai atout sur ce marché-là d'avoir un permis de travail fermé. Puis c'est un atout pour des 2 côtés parce que oui ça le permis fermé déjà tu te dis tu sais je pars avec ma petite famille là de l'autre côté de l'Atlantique, je laisse tout en France, mais au moins j'ai une garantie de 24 mois. J'ai un emploi pendant 24 mois. Conjointe ou le conjoint, si c'est l'inverse, a un permis de travail ouvert, donc on va pouvoir travailler aussi. Là, on est rendu que ça sécurise d'un côté. Puis, certes, c'est de se dire, bon, ok, là, je suis à $19 de l'heure, là, mais en face, ils sont à 21. Mais rendu là aussi, on est sur un marché où, comme tu le disais tout à l'heure, les entreprises sont en mode séduction lors des annonces, mais ils sont aussi en mode séduction rétention, c'est-à-dire de se dire lui il est bon là, il est venu de France, on l'a mis à $19, mais tu sais, ils vont vite te mettre dans l'équité salariale qui est très importante ici, puis dans la fourchette, puis dès qu'on va pouvoir pousser à $20, $21, etc. Ça va être buffu parce que au bout des 2 ans, si c'est un permis de 24 mois, c'est un permis de 36 mois. Bref, et au bout de 2 ans, au bout de 24 mois au jour d'aujourd'hui, tu vas pouvoir rentrer dans un processus de résidence permanente. Donc, ça veut dire que d'abord, tu vas demander ta sélection Québec, ton CSQ, puis rendu là, tu vas avoir un permis d'attente avant de faire ta demande de résidence permanente, mais ce permis d'attente, soit tu vas le faire dans l'entreprise dans laquelle t'es, parce que ils t'ont fait ils t'ont donné opportunité, t'es bien, ils t'ont augmenté, t'as ton RER, tes assurances, tes blés, tes machins, enfin bref. Et donc tu vas leur dire, est-ce que tu serais ok pour faire mon nouveau permis dont j'ai besoin pendant 2 ans pour attendre l'ARP, mais si jamais ils n'ont pas été super fun, etc. Puis qu'en face, t'es toujours à 19, puis qu'en face t'es à 21. Et là, l'entreprise, tu vas leur dire, ça m'a fait plaisir pour les 24 mois. J'ai rendu mon engagement là. C'était un engagement pour 24 mois là. Je suis dans un autre processus. Mais je vais aller voir au plus offrant. Donc, c'est quelque chose qui garantit des 2 côtés. Puis l'entreprise, nous, ils nous disent, mais j'ai même entendu des entreprises, mais je trouve ça tellement catastrophique, mais bon. Des entreprises me disent, oh, mais tu sais, Valérie, il a un permis de 24 mois, mais déjà, s'il reste 12 mois, c'est bien. Ben voyons donc. Il va pas venir c'est pas un stage. Moi, je veux dire, c'est 12 mois, partir avec toute la famille, mais ils en sont rendus là. Puis, j'ai d'autres entreprises qui nous ont dit, on a peut-être 19 pièces de l'heure, mais avec avec ça. Puis ils ont une prime aussi à chaque semaine s'ils font leurs 40 heures. Une prime s'ils font leurs 40 heures. Je comprends pas le contrat. C'est $19 de l'heure, 40 heures par semaine pour faire ça, etc. Oui, mais quand ils sont là, quand ils sont présents, ils ont une prime de présence. C'est bien ça. Ok, donc en fait, le gars, tu lui annonces qu'il a $19. Et si tous les matins, il respecte son contrat, il vient à la shop, il fait sa job, en vrai, il sera à 20 ou $21. Oui, c'est ça.
Eh ben, mets-le à $21 tout de suite, non? Bah oui, on va gagner du temps. Et on va gagner. Mais non, mais ils en sont rendus Alors non, ils le mettent pas à 21. En fait, ça t'explique pour l'équité salariale, etc. Parce que ce poste-là, c'est 19. Puis c'est à toi de jouer le jeu. Si tu viens tes 40 heures, t'auras tant de plus. Puis si tu viens pas tes 40 heures, t'auras ton 19 fois 20 heures dans les bons cas de figure. Et on en est là. Puis on a cette problématique-là. Donc ce qui fait que tu l'as pas de l'autre côté avec un permis de travail fermé qui lui il va venir, il va travailler, puis il a cette habitude, cette culture, tout ce qu'on disait. T'as l'autre point aussi que moi ils étaient à me dire, ça c'était en 2019 le plus bel exemple que j'ai eu pour un poste, vraiment un poste technique, où la personne m'a dit là je suis rendue à Joliette, c'est pas Montréal, à Joliette, je suis rendue à payer mes soudeurs à $36 de l'heure. Oh, ouais. On commence à taper du gros salaire, là. Ouais, 2019. Hein. Donc là, je me suis dit, wow, le soudeur, il doit être... ça va être le soudeur, tu sais, le gars il fait tout seul, quoi. Il monte l'usine tout seul. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était le soudeur. Ok, d'accord. Et $36. Et elle me dit, il y a encore, je croise les doigts pour que à 3 mois, au bout de 3 mois, il me demande pas $37 pour pas aller en face. Ok? Donc elle me dit, quand je vois, moi, les gars que tu m'envoies, qui ont des fois plus d'expérience que ceux que je paye $36, que les gars, si je les fais venir de France à $25, ça va être les plus heureux. Et tu te rends compte ce que j'économise et j'ai quelqu'un qui va être là pendant. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a cette surenchère qui existait puis qui a été amplifiée quand même ces derniers temps, va commencer à réduire l'inflation, bien évidemment, que tout à chacun, on est tous partout dans le monde, et puis que ce soit les particuliers, les entreprises, on va tous, on subit tout ça, c'est pas, on est en plein dedans, là, on s'entend. Ah oui, on est bien dedans. Voilà, on est bien dedans. T'es content de les mettre de l'essence aussi. Le gaz, ça fait plaisir. Mais je me dis, on pourrait le faire en France. Ah bah non, il y en a plus, c'est vrai. Du coup, c'est moche. Oh, l'attaque gratuite. Oh, c'est moche. Si, il y en a. Elle est juste stockée quelque part et il y a des gens armés devant qui disent non, tu touches pas. Non, tu touches pas. Mais c'est le cadeau de Noël. Non, ce n'est absolument pas drôle parce que donc voilà, mais c'est sûr que là déjà il y a des entreprises qui nous disent ok, nous sur ces postes-là, je dis n'importe quoi, je vais te prendre un chiffre au hasard, on recrute entre 50 et 60 000. Il y a 6 mois, si j'avais quelqu'un qui lui avait dit moi c'est 70, ils auraient dit ouais allez, on va faire 70. Au jour d'aujourd'hui, ils me disent voilà, c'est entre 50 et 60. On ira peut-être à 62, si c'est vraiment ça correspond, et on n'ira pas au-dessus. Donc tu sais, déjà ça va commencer à descendre progressivement. Puis il y a aussi ce côté télétravail, pas télétravail. Comment je fais l'équité dans les entreprises? Là, c'est vraiment revenu. C'est assez drôle parce que j'ai vu qu'il y avait plein de conférences, plein de choses sur comment attirer les gens au travail, comment garder mes gens au travail. Enfin, c'était tellement il y a un an et demi, comment gérer le télétravail, comment mettre tout le monde en télétravail, et puis là, comment les ramener tous. Donc voilà, donc il y a des choses qui vont être différentes. Puis maintenant, s'ils doivent pas reprendre le tunnel de la Fontaine, on est en train de leur dire finalement. Non, là, on va vous renvoyer en télétravail. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, là, que ce matin, on a eu une entreprise qui a 2 pâtés de maison du bureau qui me dit est-ce que tu pourrais venir me voir, j'ai un enjeu. Il va me montrer une machine, là, mais pas du tout. Société familiale, et un des salariés, il lui a dit faut que tu me remplaces là, je te le dis maintenant, à partir du mois de décembre, je serai pas là, je vais chercher Rive-Sud parce que il habite à Saint-Jean, là, il habite assez loin, puis nous on est à Hunsic, là. Donc il y a pas que le pont à passer, comme dirait l'autre. Ouais, il a une fois qu'il a passé le bout là, il est obligé. Et nous on est Rive-Nord, là de l'autre côté à 5 minutes c'est Laval. C'est sûr que là ça lui fait un bon bout, et ça fait 5 ans le gars qu'il est là. Et rien qu'à cause du tunnel, il a dit non, c'est sûr que je fais pas. Puis c'est des postes techniques où tu sais t'es sur il fait des dessins, des choses comme ça, et paramétrage de machines. Donc lui télétravail, t'oublies ça aussi là, il y en a pas. Bah oui, c'est pas facile. Ça marche pas bien. Donc il y a ça aussi, mais c'est sûr que sur certains postes, ce qui risque de se passer, c'est aussi pour les personnes qui étaient tu sais, t'as une usine là, parce qu'on a plusieurs entreprises
petites, moyennes, ils ont tous la même chose avec le télétravail. Je parle dans le manufacturier ou dans l'agroalimentaire, dans le pharmaceutique, ce que tu veux. Il y a des gens, ils sont obligés d'être là si tu veux que ça fonctionne. Là. On s'entend que voilà, c'est un soudeur. S'il est pas là pour souder, il peut pas le faire en télétravail. Donc, ces gars-là sont là, mais après, toutes les personnes qui vont être peut-être en RH, en comptabilité, en je ne sais quoi, peuvent eux, et soit au bureau là ou pas, ça peut se faire. Ils peuvent quand même travailler. Mais le chef d'entreprise nous dit, moi j'ai besoin que ma RH elle soit au minima. Moi je trouve qu'une ressource humaine d'une entreprise où les salariés sont sur le plancher et qu'elle n'est pas là, ça c'est un peu compliqué. Mais c'est un avis, c'est mon métier donc c'est mon avis à moi. Mais voilà. Ben, je trouve que tu gères moins de ressources à distance qu'en présentiel, mais après, exceptionnellement, tu sais. Donc, bref, ils proposaient, tu sais, du 2 jours, 3 jours, enfin, voilà, rendu là. Puis, t'as des gens qui se sont obstinés à dire, non, je veux pas, c'est 5 jours télétravail ou c'est pas, etc. Bon. Pour toutes sortes de raisons. Parce que, il y a des gens qui ont quitté Montréal, qui sont partis s'installer en Estrie, donc pour revenir dans le centre de Montréal, ça fait un petit bout. Ça, oui. C'est ça, c'est pas tout à fait pareil tous les matins. Donc il y a mais différentes raisons. Les personnes te disent non, mais moi j'ai des entreprises qui m'ont dit écoutez Valérie, là, mon adjointe administrative, là, les 2 postes où on a eu cette problématique, ou mon communication, etc., marketing, moi elle peut le faire à la maison. Là. Mais là, moi elle me demande, elle veut pas revenir. Elle veut garder ses 5 jours. Moi, je peux pas l'avoir au bureau. On peut pas faire des réunions d'équipe comme on voudrait entre ceux qui sont sur le plancher et les autres. Puis, elle me demande un salaire, 60 000, je lui paye un salaire, $60 000, $75 000, enfin, peu importe le montant. Mais elle est pas là. Elle travaille en Estrie, mais j'ai un salaire de Montréal parce que moi, je suis à Montréal. Par contre, je propose $40 000. Là, j'extrapole. Et je propose un $40 000 à une jeune fille qui va arriver de France, là, avec un permis fermé. Et puis, elle va me dire, OK, puis elle va être là, c'est quoi l'intérêt de garder la personne à 75 000 qui est en Estrie puis qui viendra jamais au bureau, alors que je peux embaucher quelqu'un qui va être content d'être là, qui veut venir là. Et sur le poste d'adjointe, il m'a même dit, je réfléchis à prendre une adjointe virtuelle. Donc, elle sera basée, au Maroc, en Tunisie, à Madagascar, en France, je sais pas où, mais et puis elle fera, elle me dit, et même en plus avec le décalage horaire, c'est top parce que le lendemain matin quand j'arriverai, moi je lui enverrai avant de partir, et quand j'arriverai le lendemain matin, ce sera fait, puis ça va me coûter 3 fois moins cher que mon adjointe. Alors, tu sais, tout le monde va être... Et là, là-dessus, c'était des réflexions que les personnes avaient, parce que le personnel en virtuel, je sais pas si tu as vu, mais ça a vraiment beaucoup pris de l'ampleur. Puis c'est aussi, je trouvais, nous on le fait pas, mais je trouvais que c'était aussi d'apporter une réponse aux entreprises pour cette fameuse pénurie. Bien sûr, ça marche pas à tous les coups, là, on s'entend, mais donc c'était vraiment quelque chose que je trouvais pas bête, l'idée là, pour pallier ou ce genre de choses, mais rendu là, maintenant avec l'inflation, ça risque de vraiment changer la donne et ce côté retourner au bureau va aussi rentrer dans le schéma qu'on n'avait pas imaginé parce que c'est que personne n'avait imaginé ce qui s'est passé avec la Covid, parce qu'en 2019 tu serais allé au cinéma et on te aurait montré un film des 2 années qu'on a passées où tout était arrêté, tout était fermé, et puis qu'on reprenait, puis on réarrêtait. Tout le monde aurait dit, il est sympa le film, il est un peu lourd. Ça arrivera jamais. donc on est un peu passé dans un mode où on s'est dit, bon, là maintenant, tout le monde a dit, il y a encore quelques mois, non mais le télétravail, il y aura que ça, il y aura plus autre chose. Et là, tu sais, l'inflation, toutes ces choses-là font que non, il y aura forcément autre chose. Donc c'est un peu ça, mais sur l'ensemble, c'est ça. Ici, c'est une vraie pénurie, mais elle a deux facteurs. Puis il y a une vraie pénurie qui est différente entre Montréal puis le reste du Québec. Moi, ça, c'est le deuxième point qui fait qu'il y a plein de petits... Mais... On peut dire Montréal, reste du Québec, ou même dans le reste du Québec, il faut distinguer, je sais pas moi, par exemple, Québec, Sherbrooke et encore les autres régions.
Oui, c'est-à-dire que moi je te dirais que vraiment Montréal c'est vraiment à part. Après t'as le reste du Québec, puis évidemment t'as certaines régions qui sont un peu plus, c'est encore un peu plus criant que d'autres. C'est pas forcément des régions qui vont être éloignées, c'est pas forcément l'éloignement qui va faire ça, mais ça va être plus le tissu local. C'est-à-dire que nous, on travaille énormément parce que quand on est arrivé, on a eu un accord avec Québec International pour la région Chaudière-Appalaches. Donc moi, je suis arrivée, et 2 mois après être arrivé, on m'a dit, est-ce que tu connais la région Chaudière-Appalaches? Pas bien sûr, je ne connais que ça. Une chaudière, j'en avais une à la maison quand j'étais petite. Voilà. Et les Appalaches, j'en ai vaguement entendu parler à l'école quand je faisais de la géographie. Voilà. Donc voilà, j'ai découvert une région fantastique, des gens formidables, et puis j'ai d'abord travaillé tout en étant à Montréal. J'avais que des clients dans cette région-là, puis après les choses se sont faites. Mais c'est une région où il y a un tissu économique et un dynamisme économique c'est très manufacturier. Il y a vraiment énormément. Donc là, la pénurie, elle est vraiment criante. Et Lévis, c'est à une encablure de Québec, puis c'est une grande ville. Oui. C'est pas, mais il y a que le fleuve à traverser. Lévis, Québec, il y a que le fleuve à traverser. Donc. Exactement. T'as plusieurs ponts. Tu peux prendre le bateau si tu préfères arriver en bas du château Frontenac. Mais voilà. Donc après, c'est dépendamment plus du tissu. Là, on va plus être par rapport à la région. La pénurie va être plus importante dans la région, pas parce qu'elle est éloignée et personne veut y aller. Là. Moi, j'ai mis des gens en Gaspésie, là, puis en Gaspésie, il y a de la pénurie, mais pas plus qu'à Québec, par exemple. Tu vois, c'est ça. Après, ça va vraiment être le côté secteur qui va faire. C'est pour ça que je te dirais que moi, je dis qu'il y a Montréal, puis il y a le reste du Québec, mais je suis d'accord avec toi, dans le reste du Québec, c'est le secteur qui prédomine dans la région va faire une différence par rapport à cette pénurie. C'est sûr que si c'est une région où il y a plus de services, peut-être Drummondville et Sherbrooke, c'est vraiment des villes où il y a vraiment de la pénurie, plus qu'à Trois-Rivières. Pourtant, alors que Drummondville et Trois-Rivières, c'est quand même très proche l'un de l'autre. Hein. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Ok. Une autre question que je voulais te poser, avant d'en venir justement à tous les secteurs qui recherchent et aux besoins concrets. On parle énormément de l'expérience québécoise. Mm-hmm. Je le dis d'expérience parce que moi, c'est un des freins ou des sujets auxquels j'ai été confronté dès mon arrivée. Super, oui, mais non, oui, mais t'as pas l'expérience québécoise. Dans tout ce que tu viens de me dire, c'est quoi la place, l'importance de cette expérience québécoise? Parce que en t'écoutant, j'ai pas l'impression qu'elle soit forcément si nécessaire. Mais si on vient alors, l'expérience québécoise, c'est que quand tu vas arriver, ce qui est important, c'est que tu comprennes la façon dont on travaille ici. Tout à l'heure, tu as dit aussi, tu parlais des horaires, mais fondamentalement, il y a des choses qui sont différentes entre la façon de travailler au Québec et la façon de travailler en France. Il n'y a pas je pense qu'il y a un meilleur ou un moins bien. Non, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste différent. Et ça, c'est clairement différent. C'est clairement différent. Puis je sais que on va pas te juger ici. L'expérience québécoise, on va pas se dire, ben tiens, je prends un exemple d'un candidat que j'ai eu en pleine pandémie, qui est arrivé avec un permis de travail ouvert. Puis il est venu nous voir et il voulait impérativement rentrer dans le système bancaire. Moi, je lui ai expliqué que c'est un peu comme la comptabilité, les CPA, la France. Oui, c'est des métiers qui sont pareils, là, mais qui sont différents, parce que c'est pas la même façon de faire. Et il m'a dit, oui, mais bon, je lui ai dit, mais c'est pas grave, on va trouver un job, là, on va trouver de la job pendant le temps que, bien sûr, t'as ton loyer à payer, etc. Enfin, comme tout le monde, tu manges à la fin de la semaine, là, à la fin de la journée. Puis, mais, il me dit, mais oui, mais, on s'en fiche que tu ailles chez Tim Hortons, Subway, Decathlon, on s'en fiche de ce que tu vas faire. Tu vas aller travailler, tu vas prendre un contrat qui va te faire un 20, 24 heures, peu importe. Ça va te laisser du temps pour postuler, aller voir, etc. Et tu mettras sur ton CV québécois, qu'on va refaire ensemble, ce qui était vraiment le CV purement français, tu mettras cette ligne. Ben non.
Je vais pas postuler à la banque avec ma ligne de. Ben, je lui dis alors, ok, on va faire un test. Tu mettras ta ligne avec Subway, puis ta ligne sans Subway. Puis tu me diras lequel a eu le plus de. Eh bien, parce qu'ici, le fait que tu aies déjà travaillé, tu connaisses les contraintes, tu as eu des collègues, tu sais, ça pour eux c'est un plus. Puis on te juge pas sur le fait que tu étais conseiller financier en France, t'es venu, t'as fait 3 mois chez Subway, puis là tu postules chez une petite banque de rien du tout, chez Desjardins par exemple, ou à la BNC. On va pas ils vont pas te juger pour ça. Ça va être un plus. Tu sais, c'est comme le chef d'entreprise qui, où on te dit, ah oui, t'as échoué, t'as mis la clé dans la porte d'une entreprise. Ah super. Et alors, grâce à quoi? Grâce à quoi? Comment ça? À cause de quoi? Et tu sais, parce qu'ils veulent savoir pourquoi. Ils se disent que si tu sais pourquoi t'as échoué, tu recommenceras plus. Donc, tu sais, t'as une expérience. Ils sont avides de prendre ces conseils-là. Donc, c'est cette façon de voir qui est vraiment typiquement pour moi. Après, je suis pas allée vivre au Japon ou voilà. C'est vraiment pour moi typiquement nord-américain. Peut-être parce que je travaillais sur New York avec des entreprises américaines qui avaient déjà complètement différent de, oui, la France, parce que c'est le pays que je connais, mais je te dirais de l'Europe en général, exception faite de l'Angleterre qui des fois a des similitudes, côté anglophone peut-être, avec ce marché-là, mais cette façon de voir, donc cette expérience québécoise dans le travail, c'est pas par rapport à la job que tu vas avoir, à l'intérêt c'est par rapport au fait où tu es arrivé, tu t'es intégré. Tu sais, t'es arrivé, t'as travaillé. T'as pas été chercher à savoir ce que c'était, t'as travaillé. Tu sais qu'on paye à la semaine ou aux 2 semaines. Tu sais si, tu sais, c'est des choses qui, pour eux, sont importantes. Il n'y a pas de jugement de valeur. Non. Contrairement à ce qu'on peut connaître et tout, c'est simplement une information factuelle. Ah, ce candidat, il connaît. Il sait comment ça marche. Ouais. Exactement. Voilà. C'est vrai que ça change beaucoup. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'appréhension de l'échec, alors, là aussi, expérience personnelle, mais il se trouve que moi, j'ai dirigé une boîte pendant presque 10 ans. Enfin, j'ai eu ma propre boîte pendant presque 10 ans en France, qui a super bien marché et puis qui a super bien planté. Quand on m'interroge ici, on m'interroge pas du tout en disant, dis donc. Bah alors? C'est où que t'as merdé, dis donc? T'es vraiment une truffe intergalactique, mon garçon. Non, ils sont super bienveillants et surtout simplement, exactement ce que tu disais. Curieux de savoir pourquoi, dans le sens, qu'est-ce que t'en as appris? Et le seul truc qui les intéresse, c'est de savoir que tu as un regard, que tu es capable de poser un regard dessus et pas simplement d'adopter une posture victimaire en disant ouin, les consommateurs, ils sont pas gentils, ils ont pas compris que mon produit était génial et que moi-même j'étais le nouveau Bill Gates. Voilà, c'est vrai que ça change énormément. Quel est le regard pour des gens qui viennent comme nous? Quel est le regard aussi vis-à-vis de l'expérience? Quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'expérience, c'est quel que soit le domaine, peu importe. C'est un plus parce qu'on se dit, on va bénéficier de quelqu'un qui sait faire plein de choses ou ça. Ou justement, ça peut être un frein en disant, oui, mais on va voir arriver quelqu'un qui a l'impression qu'il sait tout faire et tout, et qui sait probablement tout faire, mais qui connaît pas justement notre système québécois et qui va avoir du mal à se fondre dans l'équipe, à se fondre et adopter la bonne posture. D'ailleurs, quand je pense à cette posture, je repense au balado que j'ai enregistré avec Cécile Lazartique-Chartier sur l'interculturalité, parce que c'est exactement son sujet. Mais l'employeur, lui, quand il est face à ça, il se dit quoi? Il se dit chance ou problème en devenir? Ça va dépendre du poste. Si c'est un poste purement technique avec de l'expertise, ils vont être
tenter de valoriser ça, puis ils vont te le valoriser, mais ils vont pas non plus pénaliser quelqu'un en prenant notre exemple de soudeur, parce que j'aime beaucoup les soudeurs, puis on n'en cherche pas beaucoup ici. Chacun son truc dans la vie. Mais exactement. Non, mais prenons et tu sais, un soudeur qui va avoir une expérience de 2 ans ou un soudeur qui va avoir une expérience de 10 ans, pour l'entreprise, ils vont pas être plus enclins sur l'un et moins sur l'autre par rapport à l'âge. Ils vont surtout regarder qu'est-ce qui va pouvoir apporter, puis qu'est-ce qui va être la différence. Donc, le soudeur qui a 2 ans, oui, il aura moins d'expérience que celui qui a 10 ans, là. Bravo Valérie, belle analyse. Mais il va peut-être être plus enclin à apprendre, à être modelé, si je puis dire, parce que dans les 2 cas, ils vont devoir apprendre. D'un côté, ça se calcule en métrique, ici c'est l'impérial et bref. Donc, ok, il y a ça, mais la personne qui a 10 ans d'expérience, c'est pas pour ça qu'elle va pas être enclin non plus à apprendre, mais peut-être qu'elle aura fait plus de pièces différentes et qu'elle va pouvoir... donc, ils vont plus analyser par rapport à leurs besoins et par rapport à la posture, oui, et la tournure d'esprit de la personne qui va arriver en se disant, moi, voilà, c'est une expérience, maintenant j'ai fait tout ça en France, je veux aller dans tel domaine. Donc ça va être important. Après, s'il y a de la responsabilité, d'un superviseur, un gestionnaire, un directeur, on a beaucoup de postes de directeurs, trop d'expérience va pouvoir, c'est pas qu'il va être un frein, mais si ça va être un frein, parce qu'ils vont potentiellement se dire que peut y avoir un souci. Déjà, en tant que tel, le côté bienveillant du Québécois va te dire, le problème c'est qu'il va arriver sur le plancher, il va falloir qu'ils disent aux gars qui sont là depuis 20 ans dans l'entreprise, puis qui sont Québécois, comment faire les choses, lui qui connaît rien au droit, au juridique. Ça va peut-être pas être facile tout de suite, c'est sûr. Donc, peut-être par rapport à ça, ils vont peut-être un peu, mais l'autre côté de la médaille pour le français, c'est que tout le monde nous dit qu'on est des personnes travaillant, pas regarder l'horaire, bon investissement, fidèle à l'entreprise. C'est des points aussi qui, en France, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est ça. Puis, à 50 ans, quand t'es directeur de site, aller chercher en face un job, c'est pas évident. Donc ça donne des qualités que ici ils savent même pas comment on peut les avoir, mais voilà. Donc je dirais c'est vraiment en fonction du profil, mais l'expérience pour moi, ce que j'adore dans ce métier quand je le fais ici. En plus, j'ai encore des agences en France, donc je vois vraiment au quotidien la différence. Quand je le fais ici, j'aime vraiment cette approche que t'as 2 ans d'expérience, t'as 10 ans d'expérience, peu importe, on va te donner, on va vouloir que tu expliques qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire et pourquoi tu veux le faire. Et donc ça va être plus être sur, j'ai bien aimé le terme, mais ça m'étonne pas de Cécile, c'est cette posture, cette tournure d'esprit, même j'irais en franco-français là, mais c'est comment tu appréhendes, c'est quoi ton projet, t'en es où dans ton projet, etc. Puis moi je trouve que dans la partie du recrutement international, en tous les cas pour le moment, c'est ce qu'on fait, puis ça a l'air de fonctionner. Je trouve qu'on peut pas faire abstraction de la personne d'où elle vient, puis du contexte familial. Est-ce qu'il vient tout seul? Il y a des enjeux. C'est pas c'est cool, lui tout seul, il est en célibataire. Ça va être facile. Non. Il y a des enjeux s'il est célibataire. S'ils sont en couple, puis s'ils sont en couple avec des enfants, puis il y a combien d'enfants, puis l'âge des enfants. Si tu prends pas ça si tu fais pas un global, si tu t'arrêtes juste à la partie technique, les études qu'il a fait, la job qu'il a fait, comment il l'a fait et pourquoi il veut venir ici, lui à titre perso, si tu prends pas la globalité, tu pognes qu'il te manque 40% du tableau, puis t'auras pas les réponses à toutes tes questions après. J'entends bien. Quid de la langue? Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait le marché de Montréal et le reste du Québec. La question de la langue, plein de gens de France vont choisir le Québec because ici on cause français.
Mais moi, je l'ai vu et je crois que je l'ai déjà cité dans l'émission une ou deux fois parce que ça m'a vraiment, mais alors vraiment choqué. Une offre d'emploi qui était diffusée sur Indeed il y a quelques semaines pour un poste dans le marketing ou chose comme ça et tout. Tout le descriptif était en anglais, donc bon, ça j'allais dire c'est assez courant. Mais alors, il y avait une phrase absolument lunaire, enfin qui m'a semblé moi lunaire, à savoir, nous précisons que ce poste, je parle d'un poste de directeur marketing, chose comme ça. Nous précisons que ce poste ne nécessite pas de savoir parler français. Ah oui. Pour un poste basé à Montréal. Alors, j'allais te dire, je suis sûre que c'est basé à Montréal. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui, parce que tu n'auras pas ça. Oui, à Saint-Georges-sur-Beauce, c'est plus rare. Voilà, c'est ça. Mais donc c'est exactement ça. C'est la même chose que ce que je te disais. C'est tu as Montréal, puis le reste du Québec. Partout ailleurs, tu sais que tu es dans une province francophone. Moi, à Montréal, la première fois que j'ai mis les pieds à Montréal, je devrais peut-être pas le dire. Il y a du monde qui m'a écouté. Trop tard. Pas beaucoup, t'inquiète, c'est entre nous. La première fois que je suis arrivée, quand on m'a dit bonjour, aïe, je viens d'avouer que je me suis dit, comment ils disent? Bonjour, aïe, hein, mais j'ai pas fait Il dit bonjour et il se fait mal en plus. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai rien senti. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Puis je me suis dit, enfin, tu sais, c'est un petit côté friendly là. Je me suis dit, c'est peut-être parce que beaucoup de tourisme, etc. Puis on est resté quelques jours sur Montréal, puis on est parti tout de suite à Saint-Georges-de-Beauce. Hein, j'exagère, mais on est parti. Et là, mais tu te dis, ok, mais c'est un autre Québec. Et c'est vraiment un autre Québec. Donc, je suis pas étonnée que ça se passe sur Montréal. Parce que Montréal, on va te demander du bilinguisme. Et puis, dans certaines, il y a certains enjeux au niveau fédéral où on recherche du personnel et où on nous dit qu'à Montréal, ils cherchent, je sais pas, 2000 personnes, là. Ils auraient réussi à en trouver 350. Sur les 350, il y en a 349 qui parlent pas français. Voilà. Voilà. Donc même quand c'est rendu haut là, mais Montréal c'est vraiment, il faut que les gens sachent que c'est bilingue. Montréal c'est comme ça, c'est bilingue. Mais quand tu sors, il y a pas cet enjeu là. Même si on va pouvoir te demander dans des entreprises à Thetford Mines, là j'ai une entreprise, c'est le siège est à Thetford. Ils ont une usine aussi aux États-Unis, puis une autre en dehors du Québec, dans le reste du Canada. Donc ils vont me demander de parler français, puis si tu as un petit niveau en anglais, ça va les arranger, parce que dans l'entreprise, bien évidemment, quand tu exportes aux États-Unis ou dans le reste du Canada, c'est bien d'avoir un petit peu d'anglais, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de français dans l'autre sens. Donc c'est sûr qu'on va te le demander, mais on va donner la priorité à la langue française. À Montréal, non, mais c'est un peu comme la pénurie à Montréal. Il y a pas vraiment. Oui, il y a de la pénurie dans certains domaines, mais pas vraiment, parce que toute l'immigration arrive à Montréal. Même un Français, tu lui dis, vous savez, nous, on a fait la présélection, on dit, alors, vous voulez vous installer où au Québec? À Montréal. Bah oui. Ah bon? D'accord. C'est juste 3 fois la France, mon ami. Mais c'est un petit peu plus autre chose que Montréal, mais non, mais c'est pas, tu sais, quand je vois, moi, ça me fait sourire parce que c'est pas méchant quand je leur dis ça, parce que, je comprends, ils sont de l'autre côté, là, mais, tu sais, parce que parce que Montréal rayonne au niveau international et, tu sais, quand t'as un rayonnement comme ça explique aussi beaucoup de choses. C'est important de le lire. Donc, il y a moins de pénurie quand même à Montréal, parce qu'il y a l'immigration, d'abord, se pose à Montréal, puis si vraiment ils n'arrivent pas à trouver, là, ils vont. Et si tu veux rester au Québec, tu vas sortir un petit peu de Montréal. Et tu sais, j'ai des jeunes, des PVTistes français qui me disent, et je veux dire, peinture industrielle, enfin, tu sais, vraiment des postes dans le domaine manufacturier qui veulent être à Montréal. Mais quand je te dis à Montréal, c'est centre. Je leur dis, mais, tu sais, c'est comme si tu me demandais de te trouver un poste dans une industrie au pied de la Tour Eiffel. À Westmont, je n'ai pas d'entreprise qui font du manufacturier. Ce n'est pas possible. Ils sont en dehors. Et c'est un petit peu ça aussi. C'est la force de Montréal devient aussi après une faiblesse, parce que elle a un rayonnement vraiment très Québec aussi, bien sûr, la ville de Québec est une très belle ville, mais c'est pas tu sais,
Ouais, c'est pas Quand tu pareil. leur dis que la capitale de la province du Québec, c'est Québec City. Ah oui, ah c'est pas mon, Ah, non, c'est ah pas bon, Montréal. hmm, Non. Mais voilà. Donc c'est sûr que le bilinguisme, à la rigueur, enfin à Montréal, c'est la première chose qu'on va te demander. Nous, on est une entreprise, enfin on en a sur plusieurs, mais on est une entreprise. La première chose qu'elle m'a dit, c'est il faut qu'ils parlent tous anglais. C'est une québécoise qui parle très bien hmm. français, et québécoise francophone. C'est ok. Et en fait, bon, là, ça s'explique parce que elle aussi, par rapport à ses clients qui sont pas que sur la province du Québec, mais aussi parce que elle a fait venir dans l'usine, il y a une partie de Philippins puis une partie de Mexicains, et elle donne des cours de francisation, mais bon, ils y vont pas. Alors ça marche moins bien, la francisation. Oh, bon, c'est ballot. Elle est très contente de faire voilà. Mais bon, même si on sait que c'est une langue pas facile à apprendre, mais donc elle me dit, en tant que superviseur, il y a un exemple, il parle pas anglais, là on va avoir un petit problème. Oui, parce qu'il y en a moins qui parlent Hmm. philippin, c'est sûr, c'est pas la langue. Et C'est voilà. plus rare. Donc c'est vrai que quand tu vas à Lévis en Chaudière-Appalaches, bien sûr que d'ailleurs il y a une très grande agence qui est spécialisée à Lévis qui ne fait que du recrutement aux Philippines, donc autant dire que eux sont spécialisés. Donc tu trouves beaucoup de Philippins aussi en région Chaudière-Appalaches, puis tu vas trouver beaucoup de Mexicains, mais il n'y a pas cette problématique de langue parce que si tu parles pas le français à Lévis, tu vas avoir un problème dans ta vie quotidienne. Ouais. Parce que on va peut-être te penser la première journée quand tu vas venir chercher, tu vas aller à l'épicerie, peut-être ils vont penser que t'es un touriste. Mais s'ils te voient à tous les jours, puis qu'à tous les jours tu le parles, ils te répondront plus au bout d'un moment. Ouais. Oui, c'est pas comme Michael Rousseau à Montréal. Non. Michael Rousseau, pour la petite histoire, même si j'ai déjà dû vous le dire, c'est le patron d'Air Canada, qui d'ailleurs est d'origine, enfin d'une famille francophone d'origine. Il s'appelle Rousseau, c'est pas un hasard. Sauf que lui est pur anglophone, voilà. Et il a déclaré après un petit micmac à l'occasion d'une conférence qu'il ne donnait à Montréal mais qu'en anglais. Il a déclaré que ça faisait 14 ans qu'il vivait à Montréal, qu'il travaillait à Montréal et qu'il ne parlait pas un mot de français, que ça ne lui avait jamais posé le moindre problème. Ça a beaucoup choqué, ça a même probablement d'autant plus choqué que dans les faits, il a probablement pas tort. C'est ça qui est problématique. Mais effectivement, je confirme, sorti de Montréal et sorti très vite de Montréal, oui. C'est un autre truc. Je voudrais rester sur cette question de la langue. Pareil, ça fait écho à des expériences personnelles. Sur les attentes. Quand on te demande d'être bilingue, c'est quoi être bilingue au Québec? Pourquoi je pose la question? Parce que moi, je suis arrivé ici avec mon piètre niveau d'anglais, mais je m'aperçois que nous, les Français, en l'occurrence, je sais pas, probablement un petit peu moins les Suisses, qui sont plus multilingues, mais on s'auto-flagelle pas mal sur notre niveau d'anglais. On n'arrête pas de nous dire qu'on est nul en langue et ainsi de suite et tout, qu'on a un accent à couper au couteau et qu'on est mauvais comme des cochons. Donc on arrive ici un petit peu en disant moi je suis pas trop bilingue, moi je parle, voilà, c'est fonctionnel. Et puis je vois des gens qui eux disent non, moi je suis parfaitement bilingue, et je les entends jaser, et je me dis ça va, finalement j'ai peut-être pas trop de complexe à avoir. Et j'ai l'impression que ce qu'on appelle être bilingue au Québec, et peut-être l'image que nous on a du bilinguisme, c'est pas tout à fait le même niveau d'exigence. Est-ce que je me trompe, patron? Et alors ça dépend, parce que vraiment ça va dépendre au niveau des entreprises et des Québécois. Moi j'ai des Québécois qui exigent un niveau de bilinguisme, et c'est vraiment du bilinguisme, et on a des problèmes avec certains Français par rapport à ça. Donc et je suis d'accord avec toi qu'il y a dans d'autres cas de figure, moi je travaille dans une entreprise américaine, donc j'ai un petit niveau, mais je suis pas bilingue en anglais, mais je comprends, et etc. Et j'ai pas de souci à m'exprimer, mais j'ai ce complexe tel que tu le dis, et j'ai vu des Québécois qui parlaient moins bien que moi anglais. Et là, je me suis dit bon, ça va. Donc vraiment, je pense que c'est face à la personne que tu vas avoir. Mais encore une fois, ça va être différent le niveau qu'on va te demander entre ce qu'on va te demander à Montréal
et dans le reste du Québec. Bilingue à Thetford Mind. Pourquoi je prends que Thetford, ils sont gentils. Bilingue à Thetford Mind, tu l'es. Assurément, Jean-Michel, je sais pas, on ne s'est pas exprimé. Non, mais je rigole, mais ça va être vraiment quelque chose de plus. Tu as compris, tu t'exprimes, peu importe ton accent, t'as compris ce que c'était, t'es capable de répondre. That's it, that's all, t'es bilingue. Bon, ça, c'est fun. À Montréal, quand on va te demander un bilingue, puis aussi le domaine dans lequel tu vas travailler, parce que si t'es en TI, ouais. On va quand même demander un certain niveau. Donc là, voilà. Donc là encore, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a Montréal qui va être différent. Le niveau va être différent avec le reste du Québec et le domaine de l'emploi aussi. Mais on se flagelle beaucoup en France sur beaucoup de sujets où on n'a pas. Oui, ça c'est vrai, c'est notre sport national. Je reviens juste sur l'anecdote que tu donnais sur ton arrivée à Montréal avec le bonjour aïe. Quand même un petit peu l'impression que plus ça va et plus les premiers mots que tu entends maintenant, c'est hi, bonjour. Hi. Ouais. C'est un détail, mais comme dirait l'autre, pour moi, ça veut dire beaucoup. Venons-en ceux qui nous écoutent et qui se disent pourquoi pas tenter l'aventure. Est-ce que tu serais capable de me donner une petite photographie de c'est quoi les secteurs qui recrutent en ce moment, les vrais secteurs en demande, ce pourquoi les gens doivent absolument t'envoyer leur CV et te contacter? Alors les vrais secteurs en demande, on va avoir donc le domaine manufacturier ou l'industrie, comme on dit en France. Et dans ces domaines-là, c'est vraiment il y a 3 secteurs manufacturiers ici au Québec, mais qui sont vraiment très en demande. C'est tout ce qui va être mécanique, création de pièces, métallurgie. L'agroalimentaire, j'ai envie de te dire, peu importe ce que vous faites en agroalimentaire, venez. Vous allez avoir un boulevard, un tapis rouge, je ne sais pas. Et le pharmaceutique aussi est vraiment très, très en demande. Puis ensuite, on va avoir en demande, ce qui est très en demande, c'est le transport et la logistique, bien évidemment, et le médical. Mais dans le transport et la logistique, comme dans le médical, on va rencontrer des contraintes qui là vont être liées à l'immigration et qui là aussi expliquent pourquoi il y a encore la pénurie. Parce qu'on a certains postes comme les camionneurs, donc c'est-à-dire pour nos amis français qui nous écouteraient, chauffeurs poids lourds ou super lourds. Ici, ce sont des camionneurs. C'est un poste qui, je crois il en demande des centaines de milliers de camionneurs au Québec. Et encore, voilà. Et ce poste-là, il est ouvert, on donne un tapis rouge, mais c'est un poste d'une certaine catégorie qui, quand tu arrives à l'immigration, toi, t'es camionneur, tu peux venir. Ah, t'es marié, oui. Ah, il n'y aura pas de permis pour ta femme. T'as des enfants? Ah, oui. Il va falloir trouver une immigration pour madame, ou alors elle va venir en fiche visiteur. Ou il y a des petits détails comme ça en termes de. Ouais, mais qui pourrissent bien la vie. Mais qui pourrissent la vie. C'est-à-dire que, ils me disent, moi, ça veut dire qu'en France, pour simplifier la chose, il faut aller chercher quelqu'un qui est célibataire. Ça rajoute une petite. Voilà. Tu sais. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont faites. Puis nous on travaille on a une avocate en immigration qui fait ça à tous les jours et puis qui fait ça depuis 15 ans. Donc on a vraiment cette chance-là qui va étudier pour voir comment on peut faire passer ça. Mais c'est sûr que sur la catégorie de postes qui sont tellement en demande, je dis pourquoi ne pas voilà. Donc voilà, c'est un secteur aussi qui est vraiment qui est pénalisé de par ça. Et après on travaille aussi beaucoup ce que je n'imaginais pas en arrivant dans la construction, qui est le domaine de la construction est très en demande. Il y a alors là il y a la petite problématique, c'est la CCQ, c'est d'avoir les équivalences avec les cartes de la construction du Québec, mais c'est pas plus que si on est ingénieur puis qu'on veut faire reconnaître à l'ordre des ingénieurs, ou si on est infirmière et faire reconnaître à l'ordre des infirmières. Donc voilà, ça c'est principalement les domaines, mais on travaille bien évidemment, j'en ai pas parlé parce que tout le monde en parle, c'est le domaine des TI, qui est un domaine
était en grosse pénurie, puis là je sais plus comment ils vont l'appeler finalement à un moment. Donc voilà, donc les TI aussi, mais sinon oui, ce sont principalement ces domaines-là. Après on a des postes. Quand on va dans l'agroalimentaire par exemple, nous on va aller de l'opérateur sur la ligne de production jusqu'à l'ingénieur pour l'usine. Ou ingénieur en R&D, on va faire aussi des agronomes agricoles, etc. Les agronomes, là, si vous êtes agronome, vous êtes en France et que vous disiez si j'allais au Québec, mais venez en courant, il n'y a pas assez d'agronomes ici. Les formations, de toute façon, il y a un besoin, je vais dire une bêtise, il y a un besoin de 100 000 agronomes au Québec. C'est pas ces chiffres-là, hein, mais et à chaque année, il y en a 5 000 qui sortent de formation. C'est sûr que ça va pas s'arranger facilement. Non. Donc voilà. Mais grosso modo, ça serait tout ce qui va être manufacturier, donc industriel, agroalimentaire, pharmaceutique, transport et logistique. Et puis après des transverses, etc. Après, il y a des métiers qui sont effectivement en demande ici, mais moins compliqués à aller chercher parce qu'il y a déjà du monde. Et tout ce qui va être qu'on appelle en France mon Dieu, c'est pas beau. Tertiaire, les adjointes, les choses. On en demande ici, mais ici la pénurie, elle est plus liée à ce qu'on parlait au début, tu sais, à la surenchère des postes qui sont faits par les. Il y a pas de demande. Tu sais, là, nous, on nous demande maintenant d'aller chercher des personnes en ressources humaines en France ou des CPA, partie comptable, parce qu'il y a il y a eu cette surenchère. Mais pour moi, c'est plus, ça va peut-être pas, ça va pas durer. C'est sûr que ça va pas durer. Cette bulle-là donc on ira sûrement moins et on reviendra à quand je suis arrivée 2018 et 2019, c'était des postes. Oui, j'avais des demandes, mais de temps en temps, genre, je vais dire une bêtise, peut-être 2 fois à l'année, là, on venait de me dire, j'ai besoin que tu recrutes pour moi en France ce profil-là, parce que on n'a pas de problème de trouver en sortant ces postes-là, parce que c'est des formations qui marchent bien ici au Québec, et donc on est censé avoir les personnes qu'il faut localement, mais la surenchère des postes rendus un petit peu, tu sais, comme la bulle de l'immobilier là, a fait qu'au bout d'un moment ils ont jeté l'éponge, on dit on va aller de l'autre côté, là, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc peut-être, je parle moins de ces postes-là parce qu'on a des demandes. Mais je suis pas sûre que ça va peut-être durer aussi longtemps que les impôts. Bon, tu m'étonnes. En même temps, tu prends pas de risque en comparant ça aux impôts. Il y a peu de chances que ça disparaisse, saloperie. Qu'est-ce que je voulais te demander ? Oui, c'est quoi la bonne stratégie pour toi ? Imagine quelqu'un qui est actuellement en France ou en tout cas en Europe, qui vient d'écouter cet excellent balado et qui se dit « Waouh, punaise, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai une folle envie de devenir soudeur. » Tu vois, parce que j'ai compris que le soudeur, c'est un truc qui marchait pour toi. Comment est-ce qu'il s'y prend ? Est-ce que c'est impératif de te contacter, ou toi de préférence, mais quelqu'un d'autre avant de partir ? Oui. Est-ce qu'il faut attendre d'être là ? Est-ce qu'il faut d'abord s'occuper de l'immigration ou d'abord du boulot ? Parce que mine de rien, c'est quand même un jeu de bordel, tout ça. Oui, tout à fait. J'imagine que chaque cas est un peu particulier, mais est-ce que globalement, tu aurais une ligne de conduite, un petit conseil à donner pour que les gens nous écoutent C'est ça. Alors, il y a 2 cas de figure. Est-ce que j'aimerais devenir soudeur pour venir au Québec ? Le premier conseil, c'est que si je suis pas soudeur en France, je vais pas faire une formation en France. Idéalement, je viens faire ma formation ici directement. Donc permis d'études. Puis, après, je vais avoir un tapis rouge. Mais je suis déjà soudeur en France et je veux venir au Canada. Je commence obligatoirement par rechercher un emploi. Donc, je dirais, nous contacter ou contacter une agence qui fait du recrutement international. Puis nous, on va voir directement avec eux tout de suite les critères, les entreprises auxquelles ils correspondent, et les critères d'immigration.
Donc là, on va prendre en compte avec lui l'âge, la nationalité, la composition de la famille, tout ça. Où il en est de sa réflexion sur le Québec. Est-ce que c'est j'en ai marre, je trouve pas de boulot en France, je veux venir au Québec, mais j'ai jamais mis les pieds. Rigole pas. Non, non, jamais. Voilà. Et tu sais, un projet, on le commence à un moment où ça commence pour une raison, et puis on n'a pas d'idée, puis on part comme ça. Donc là, on sera aussi là pour l'accompagner, mais c'est un projet qui, pour moi, c'est un projet qui se mûrit. C'est pas un projet qu'on fait comme ça sur un coup de tête, d'autant plus quand on est marié avec des enfants, etc. Mais même quand on a 24 ans, c'est mieux d'y réfléchir un tout petit peu. Donc voilà, donc là, on va vraiment prendre tous ces critères-là, lui apprendre les choses, pour qu'il soit éligible au passage de l'immigration. Nous, en interne, on le mettra aux bonnes mains de notre avocate qui lui fera son permis puis qui lui expliquera tout ça. C'est pas cette problématique-là. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'il sache que quand il va passer la douane, il aura, s'il a tel type de visa, c'est ça ses obligations. S'il a tel type de visa, c'est ça ses obligations. Une fois qu'il a pris ça en considération, on le présente aux entreprises parce qu'il va lui falloir, en dehors du permis d'études, mais même le permis d'études, il faut que tu aies une lettre d'admission d'une école ou d'une université ou d'un centre de formation au Québec pour pouvoir entamer tes démarches. Pour avoir un permis de travail fermé, il te faut une entreprise, il te faut une offre d'emploi. Sans cette offre d'emploi, sans l'entreprise avant, tu peux pas entamer tes démarches. Les seules démarches qui vont fonctionner, parce que tu vas commencer par l'immigration, et tu verras après pour trouver un emploi, c'est j'ai moins de 35 ans et je m'inscris au PVT, le fameux PVT que tout le monde connaît, en saison, etc. Avec son petit frère en permis fermé qui s'appelle le jeune professionnel. Bon, tout ça, c'est dans le même bassin. Le PVT, bah oui, j'ai un permis de travail ouvert. J'y vais, un permis de vacances ou travail. Donc, j'y vais soit pour découvrir la langue, soit pour faire le tour du Canada et arrêter de temps en temps pour travailler, soit que pour travailler pour après rester là. Mais j'ai un permis de travail ouvert, donc je pourrais travailler où je veux, quand je veux, où je veux. Voilà, mais selon quand même certains critères. Donc ça, il faut que tu attendes d'être tiré au sort là. Donc dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 4 ans, je sais pas, mais ou dans 2 jours. Enfin, dans 2 jours, c'est pas possible. La saison 2022 a fermé, ça rouvre en janvier. Mais il y a ce permis-là. Ou sinon, je vais aller déposer mon dossier sur Arima pour essayer d'obtenir de France ma résidence permanente. Ok. Et là, c'est pareil. Encore une fois, c'est bon courage, camarade. C'est ça. C'est-à-dire, si t'es patient et que t'as du temps, c'est fun. Parce que ça, c'est pour la partie du Québec. Nous, on fait que le Québec. Mais c'est vrai que à Rima, il y a plein d'autres types de visas beaucoup plus rapides. Si tu veux aller en Ontario, voilà, ils ont leur propre en Saskatchewan. C'est une plate, mais voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, nous, on s'occupe que du Québec. Donc, dans tous les cas, c'est par la voie du travail que ça sera le plus simple. Parce qu'une fois que tu as ton employeur, et après, il faut faire l'immigration. Alors, c'est pareil, je conseille, nous, évidemment, on travaille avec une avocate qui fait ça, puis parce qu'on veut, on veut aucun souci, mais je conseille vivement de prendre les conseils d'un spécialiste en immigration et de pas se dire, je vais aller sur le site d'IRCC, je vais faire ça moi-même. Il y en a qui le font, là, puis qui réussissent, puis il y en a qui le font, puis qui reviennent vers nous parce que c'est une cata, puis ils n'arrivent pas à démêler, puis voilà. Donc, de bien prendre tous les contacts, de toujours aller sur le site. Si tu savais ce qui me fait mal au ventre et puis qui m'horripile dans mon métier à tous les jours, c'est d'entendre les personnes qui se font arnaquer, qui se font pogner de l'argent parce qu'on leur a dit service je sais pas quoi, Canada Visa, machin truc, je sais plus comment il s'appelle là, puis qu'on va leur estorquer des 5000 dollars. Mon Dieu, c'est pour leur vendre, leur dire qu'ils vont avoir un permis, tout va se faire en même temps, le permis puis le travail. Mon Dieu. Bref, donc toujours aller sur des sites officiels, vraiment, c'est aller sur le site d'IRCC, le site du gouvernement canadien. C'est là où vous aurez l'heure juste. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a des super groupes, mais attention à ce qui est mis sur ces groupes-là, parce que oui, c'est des conseils, mais la personne qui va vous dire ce qui s'est passé, vous savez pas si elle est célibataire, si elle est en couple, si elle est en permis ouvert, si elle est en permis fermé, si elle a des enfants, si elle est en catégorie C, en catégorie A, en catégorie...
il y a tellement de cas dans ça que voilà. Donc toujours prendre le conseil, puis même auprès des agences de recrutement là, moi je suis jamais offusquée, puis je trouve ça normal qu'un candidat me dise je veux bien vous envoyer tout ça, mais je veux être sûr que c'est pas une arnaque. OK, tu regardes temporis.ca, puis regarde donc temporis.fr, regarde si on a pignon sur rue depuis 22 ans maintenant, et puis c'est normal, puis c'est voilà. Mais toujours faire attention pour les candidats. S'il y a des candidats qui nous écoutent, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal qu'on vous demande de payer votre permis de travail fermé. C'est pas possible. C'est l'entreprise qui le paye, c'est pas vous. Jamais. C'est vraiment super intéressant et super bien que tu fasses ça, parce que on doit en être à la 51e émission et c'est un avertissement qu'on a, je crois, jamais adressé. Et pourtant, oui. moi-même, j'ai eu de la visite à un moment donné et il leur fallait le fameux AVE. Et il me dit, oh, dis donc, j'ai fait ton AVE, mais c'est cher quand même, j'ai payé 40 €. Bah non, tu vas sur le site, c'est 7 $. C'est ça. Eh ben, parce qu'il y a 75 000 sites. Alors, pour le coup, elle a eu un vrai AVE. C'est-à-dire que l'escroquerie était modérée. Mais enfin, bon, quand même, elle a payé 4 fois plus cher pour un truc où, en fait, c'est juste un lien Internet. Et parfois, elle peut tomber sur des gens qui vont lui prendre 40 €. Elle aura pas d'AVE ou un AVE qui sera pas valide parce qu'il aura le goût, l'odeur de l'AVE, mais voilà, il passera pas la douane. Ce qui est un peu un problème. Et il y en a pas mal des trucs comme ça dans tous les secteurs. L'immigrant est... Oui, puis en plus, tu sais, tu plantes souvent, c'est l'expression que je dis. Moi, je sais que quand je vais faire mes missions de recrutement en France dans les agences Temporis, là, puis c'est bien le fun. Tu sais, tu plantes le drapeau du Québec, t'as vraiment un engouement, des gens qui ont vraiment envie, qui sont intéressés. Enfin, le Québec, ça parle aux Français. Après, il y a des projets qui aboutissent pas pour X raisons, etc. Mais c'est pas grave. Ou nous, j'ai des candidats que j'avais rencontrés physiquement en 2019, puis là, ils reviennent là, puis ils vont arriver en 2022 parce que entre temps, ils ont mûri, des choses comme ça. Mais c'est important. Il y a des gens qui travaillent sur ça, sur cet engouement où on va escroquer. Je trouve que c'est beaucoup plus quand dès l'instant que tu mets Québec, il y a comme pour la VE, l'exemple que tu donnes, c'est exactement ça. C'est qu'on va te vendre. Il y a des arnaques qui se sont construites autour de ça parce qu'il y a un engouement, bien sûr en France pour le Québec, mais à travers le monde. Mais nous, j'ai des candidats de Tunisie, là, du Cuba, qui me disent mais si je vous donne 10 000 €, est-ce que vous voyons donc, mais non, mais non, oui, mais ça se passe. Mais si, parce que je suis prêt à. Donc, on va jouer là-dessus. Ça, pour moi, c'est horrible. Dans mon métier, c'est vraiment ce qui me. À chaque jour, quand je lis dans la presse ou que je vois, je change de chaîne ou je regarde pas tellement je comprends pas comment on peut faire une chose pareille. Mais donc, c'est très important que les gens soient au courant que dès qu'on parle d'argent, faut vérifier, faut juste vérifier. Peut-être qu'il y a quelque chose. Finalement, parfois, faut payer. Il y a plein de trucs où faut payer au Québec. Hein. Oui, bien sûr. Les frais du gouvernement, là, on s'entend, mais tu les paieras sur le site du gouvernement, puis nulle part ailleurs, là. Mais vérifie, toujours vérifier, parce que c'est pas normal qu'on ait ces situations-là. Je retiens pas mal de choses de notre entretien, mais parmi les choses que j'aurais appris, tu vois, après 2 ans et demi au Québec et tout, sur lequel mon regard a un peu changé, notamment le permis de travail fermé. Je t'avoue que moi-même, le permis de travail fermé, j'avais une petite vision, c'est « Oh, ils veulent m'attacher, ils veulent prendre ma liberté !» Genre, fuyons-le, vive le permis de travail ouvert. Et à plusieurs reprises, tu m'as ouvert les yeux en me disant « Attention, le permis de travail fermé, c'est peut-être pas un si mauvais karma que ça. Au final, sur le marché du travail québécois, il présente pas mal d'avantages, donc les amis, pensez-y. Faites pas forcément comme moi. Enfin, globalement, d'ailleurs, faites pas comme moi. Mais voilà, pensez-y, c'est intéressant. Et puis surtout, préparez ça avant de venir. Vous avez quelqu'un, si en plus vous voulez devenir soudeur, vous avez une spécialiste dont je mettrai toutes les coordonnées de Temporis, de Valérie en commentaire de ce podcast. Je te remercie énormément. L'émission a duré un peu plus d'1 heure et ça a été une mine d'informations. C'était super.
Ben écoute, tant mieux. Merci à toi de m'avoir proposé cet échange, c'est fantastique. Puis j'aime un peu trop parler de mon métier, puis visiblement des soudeurs, mais c'était Oui, vraiment super agréable. Ben écoute, c'est on- pas grave. La prochaine fois, on parlera des infirmières. Et ce sera bien oui, aussi. moi j'aime bien les infirmières aussi. Bon, on prend rendez-vous pour un deuxième épisode. Super. Valérie, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente semaine et puis à très bientôt. Merci, à toi aussi, à bientôt. Ciao. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.